Ministre des Affaires étrangères du Tchad, Saleh Anadif Mahamat, est chef d'une délégation de l'Union africaine qui était en séjour en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus par le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous sommes venus d'abord féliciter le président pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue de faire, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la stabilité de la sous-région de façon générale, et lui exprimer la disponibilité de l'Union africaine à accompagner la Côte d'Ivoire afin que les élections à venir puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. C'est ce qu'il a déclaré face à la presse au terme donc de cette audience avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjao. Oui. La Côte d'Ivoire aura des élections présidentielles le 25 octobre de cette année, 25 octobre 2025 oui. Donc, et le processus se déroule, en tout cas on l'observe, on le décrypte ici souvent sur ce plateau. Certains candidats sont hors jeu pour cette élection, l'atmosphère semble crisper. L'Union africaine en audience ou bien lors de cette visite en Côte d'Ivoire se dit est prête à accompagner le processus pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Oui, on a vu la sortie de l'Union africaine qui se dit prête à accompagner ce processus-là du 27 octobre 2025. Et moi, je suis un peu tombé de nuit par rapport à cette sortie de l'Union africaine qui est censée être une organisation qui prévient les conflits. Mais aujourd'hui, c'est tout porte à croire comme si l'Union africaine est juste là pour accompagner les élections que va organiser Alassane Ouattara et son clan et plébisciter ou bien certifier les résultats que Alassane Ouattara et ses partisans vont donner, parce que là il ne s'agit pas ils n'ont pas dit qu'ils vont certifier des résultats de qui que ce soit. Mais c'est pour accompagner. Quand on parle d'élection, d'accompagner le processus électoral, aujourd'hui on ne parle pas d'équité quand même, parce que quand tu viens de le dire, il y a les gros poissons qui sont éliminés. Alors qu'on sait très bien que la Cour de justice africaine a rendu une décision demandant au régime en place de pouvoir intégrer le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cette décision-là n'a pas été appliquée et que cette organisation-là aujourd'hui se retrouve à accompagner ou bien à vouloir accompagner quand même ce processus électoral-là. Moi, je me pose la question de savoir quelle est la crédibilité d'une telle organisation. Et l'ONU aussi est rentrée dans la danse. Donc, à un moment donné, on se dit, le rôle que cette organisation de l'Union africaine là avait joué avant la venue au pouvoir d'Alassane Ouattara, l'organisation l'Union africaine ne va pas encore déroger à cette règle-là. Et ce sont des gens qui font toujours la langue de bois. Ce sont eux qui parlent d'élections inclusives, transparentes et équitables. Mais aujourd'hui, quand tu prends la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'élection transparente. C'est vrai, Tidanti Ami n'est pas sur la liste électorale, Charles Blé Goudé non plus, Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale, alors qu'on sait très bien que le processus qui a conduit à exclure et Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de cette liste électorale-là est unique. Donc, à un moment donné, je me pose la question de savoir si réellement l'Union africaine a à cœur la prévention des conflits dans les pays, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sur la braise. L'Union africaine ne devrait pas faire cette déclaration de soutenir ou d'accompagner. Ils n'ont pas dit qu'ils vont aller dans le même sens que les autorités. Ils disent qu'ils vont accompagner, peut-être ils vont apporter une expertise, peut-être ils vont apporter des recommandations d'amélioration du processus qui est en cours. Mais qu'est-ce que l'Union africaine aujourd'hui veut nous dire par rapport au fait que les candidats sont exclus de la liste électorale? Sa sortie aurait pu venir en amont, parce qu'aujourd'hui, les candidatures sont closes. La révision des listes électorales, là, ce ne dit que ce n'est plus possible de revenir là-dessus. Donc, à un moment donné, on se pose la question de savoir quel est le rôle véritable de l'Union africaine. Vous attendez que tout cela se fasse et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur la braise. Ce week-end, il y a eu des manifestations un peu partout en Côte d'Ivoire. Le PDCRDA a manifesté et les manifestations s'appilulent un peu partout. Avant, c'était Laurent Gbagbo et le PPACI à Beaunois. Donc, aujourd'hui, si vous prenez la Côte d'Ivoire, on sent une tension vivace, et quand on suit les déclarations des partisans du RHDP lors de leur dernier rassemblement ce samedi, ce sont des gens qui sont sur les pieds de guerre. Quand Kandia Camara dit qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui puisse empêcher Alassane Ouattara de se présenter pour un 4e mandat, quand tu écoutes
les partisans du RHDP, tu sens en même temps que ce sont des gens qui se disent, quoi qu'il arrive, leur candidat doit se présenter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui légalement empêche Alassane Ouattara d'être candidat? Ben, si on veut aller sous le coup légitimement, Alassane Draman Ouattara, son mandat est fini, depuis belle Je vous lurette. rappelle qu'il y a eu une modification de la Constitution. C'est ça qui est mauvais. On a compris finalement la leçon. Quand on modifie, on remet le compteur à zéro et on peut y aller encore. C'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est très mauvais Mais même. ils sont pas parce que à faire ça. non, écoutez, Gabin Adjara. Alassane Ouattara, il n'est pas le seul Ivoirien, il n'est pas le seul capable de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. On ne peut pas vouloir, pour son propre profit, modifier juste une constitution pour rester au pouvoir de vitam aeternam. Aujourd'hui, c'est vrai, la constitution actuelle lui permet d'aller, mais est-ce que c'est raisonnable? C'est ce que je voulais savoir. Ce Est-ce que légalement, il peut y aller à ces Légalement, il peut y aller. Okay, d'accord, merci légalement, beaucoup. il peut y aller. Donc, Merci à un moment donné, l'Union africaine doit pouvoir jouer son rôle de prévention de conflits parce que actuellement, la Côte d'Ivoire est encore sur la braise. Il faut faire en sorte que cette crise-là puisse être annihilée et que cette élection puisse se passer dans de bonnes conditions. Sinon, dans les normes, si on voit tous les contours, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout porte à croire qu'on va à une élection chrysogène. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, Adam Adjronou. L'Union africaine veut accompagner la Côte d'Ivoire dans l'organisation de son élection présidentielle prévue pour cette année. Ce sera le 25 octobre prochain. Une délégation de l'Union africaine était en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le président Alassane Ouattara. Oui, moi je pense, de mon point de vue, que l'Union africaine est venue jouer aux pompiers. Et justement, lorsque pratiquement tout semble être déjà joué. Vous savez, c'est vrai, lorsque vous prenez ces institutions sous-régionales, on veut bien que ces institutions jouent un rôle régalien dans nos États, lié au fait que si l'on remonte l'histoire, et puis n'allons plus revenir sur ce que l'on sait sur la Côte d'Ivoire, ils ont tous des mécanismes, notamment ils ont des mécanismes d'alerte précoce qui leur permettent véritablement de définir en réalité le degré de subtilité donc des situations dans les pays. Et donc je pense que au début même, en tout cas de cette situation en Côte d'Ivoire, qui est assez craintive dans la mesure où l'on ne voudrait plus vivre des événements douloureux que la Côte d'Ivoire a connus. Et justement, lorsque, comme je le disais tantôt, on remonte l'histoire, on constate que nous avons pratiquement les mêmes artifices qui ont conduit donc à en arriver là. Même si aujourd'hui, on sait que l'on est arrivé à pouvoir tirer le son de cette crise-là et ne souhaiterait pas retomber quand même dans les mêmes travers. Il va de soi quand même que ces institutions-là puissent jouer des rôles assez pragmatiques, ce qu'on n'a pas vu. Est-ce que vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez parlé d'octobre, et justement, ces institutions également ont à leur sein qu'arriver donc à l'échéance 6 mois de ces séances-là, notamment la CEDEAO, mais également lorsque nous prenons l'Union africaine, il n'est plus possible quand même de retoucher quoi que ce soit. Maintenant, il vient jouer à quoi? Je pense que le rôle qu'on aurait pu attendre de cette institution, notamment l'Union africaine, c'est justement jouer au dialogue, rapprocher les positions qui sont assez lointaines les unes aux autres. Et justement, pensez-vous que même si Alassane Ouattara n'a pas officiellement annoncé sa candidature, il a dit, lorsqu'il lui veut aborder la question des élections en Côte d'Ivoire, la question qui vient tout de suite, c'est qu'il puisse se prononcer sur sa candidature ou non. Est-ce que vous convenez qu'avec moi que l'Union africaine peut amener les partisans ou notamment le parti d'Alassane Ouattara à pouvoir revenir en tout cas sur sa position en ce qui concerne en tout cas l'écartement d'un certain nombre de ténors de la classe ivoirienne, même si la décision n'émane pas d'Alassane Ouattara. Nous savons que lorsque vous êtes au pouvoir et que les institutions qui jouent le rôle d'arbitrage en ce qui concerne dans les élections, on a tendance à dire que ces institutions-là sont pratiquement inféodées donc au parti au pouvoir, ce que personne ne démentirait pas. Donc je pense que l'Union africaine l'a dit, mais nous attendons de voir. Moi, j'accorde le bénéfice du doute à cette institution-là, mais ce qui est évident, c'est que tout le monde sait qu'il lui serait difficile aujourd'hui de faire intégrer ces grands ténors qui sont écartés sur la liste électorale, dont ne pouvons plus faire acte de candidature de ces élections-là.
parce qu'il y a eu la question judiciaire qui est passée par là. La question politique, beaucoup n'en ont pas parlé, même si c'est le souhait aujourd'hui de ces partis politiques-là. Il n'est pas évident qu'ils puissent donc arriver à pouvoir les intégrer avec la décision politique. Maintenant, la décision institutionnelle que vient jouer aujourd'hui l'Union africaine, est-ce que ça portera ses fruits? L'on n'en sait rien, mais moi, je les accorde le bénéfice du doute. Merci beaucoup à vous, Adam Adjanou. Gabin Adjaro, quand on établit que légalement le président Alassane Ouattara pourrait se présenter à une nouvelle élection, et qu'est-ce qui fait le problème? La non-intégration de certains leaders de l'opposition, bien sûr, sur le fichier électoral, c'est ce que vous appelez élément chrysogène, oui. Ou le fait que certains veuillent qu'il y ait un dialogue national et que d'autres disent que le temps du dialogue est révolu, est ce que vous appelez élément chrysogène. Est-ce que quelque part, il ne faut pas aussi voir la réalité en face et décider aussi de faire avec ce qui est plus pratique? Non, il n'y a pas quelque chose qui est beaucoup plus pratique. Quand il y a des problèmes dans le pays, ce qui est normal, c'est que vous vous asseyez autour d'une table en personne intelligente et puis vous en discutez. Et heureusement pour Alassane Ouattara que c'est son opposition aujourd'hui qui demande le dialogue. Normalement, c'est à eux d'accepter et puis d'aller à une table de discussion et là, on va pouvoir participer à une élection assez crédible. Est-ce que c'est une question d'opposition ou de pouvoir qui doit accepter, qui ne doit pas accepter? Bien sûr, si votre opposition est de bonne foi et dit que non, telle que la situation se présente, allons à une discussion. Discutons de la situation et puis résolvons le problème. Qu'elle est en position de faiblesse. Écoutez, tant bien même Laurent Gbagbo était à la CPI, les dernières élections, que Gbagbo n'a pas participé, il y a eu des morts. En 2015, il y avait eu pratiquement 18 morts. En 2020, il y avait eu pratiquement 85 morts. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui, pendant que la situation est encore beaucoup plus délétère, qu'il n'y aura pas encore de morts? Donc, à chaque moment, on va marcher dans le sang pour pouvoir rester au pouvoir? Non. C'est ce que Gbagbo, quand il était au pouvoir, a voulu éviter et a évité lors des premières élections en acceptant le dialogue conduit par l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. Et ça a permis aux Ivoiriens d'aller à des élections apaisées, même si après, en 2010, ouais, il y a eu une crise qui ne dit pas son nom. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas encore appris, surtout le régime en place actuel, qui a eu à vivre un certain nombre de choses, qui a mené une rébellion armée contre Gbagbo, n'a pas encore appris. Je rappelle que le régime n'avait pas mené des rébellions. Pardon, c'est le régime. S'il vous plaît. Parce que il ne faut pas quand même. Non. Moi, je suis factuel. Justement, celui-là qui a conduit la rébellion, Guillaume Soro, il a été premier ministre d'Alassane Ouattara, non? Je rappelle qu'il a été proche de Gbagbo aussi. Il était proche de Gbagbo. Il a démissionné du gouvernement de Gbagbo, dont il était premier ministre. Il était devenu premier ministre de Alassane Ouattara, il était devenu président de l'Assemblée nationale et on a écouté ce que Guillaume Soro lui-même il a eu à dire par rapport au financement de la rébellion. Guillaume Soro, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de sous. C'était juste un jeune étudiant qui a conduit une rébellion et tout. Qui finançait cette rébellion-là? Donc, si aujourd'hui, ce régime-là n'arrive pas à prendre de ce qui s'est passé et veut encore passer dans le sang pour pouvoir rester au pouvoir, ça pose problème. Alors, quel doit être le rôle de l'Union africaine? Le rôle de l'Union africaine doit être d'inciter les deux parties au dialogue. Discuter une ingérence dans les affaires pas du tout. Internes des pays. Non, les accords supranationaux, ça prime quand même sur la loi nationale. Et si la vie des citoyens doit être engagée, mieux vaut discuter, aller à une solution collégiale. Et puis là, on va pouvoir participer à des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais si on veut juste te targuer sur le fait que nous on a une loi à respecter, encore quelle loi d'ailleurs? Si la loi électorale exige que vous devez faire la révision de la liste électorale chaque année et que soudainement vous dites que non, cette année vous n'allez pas le faire et même si vous devez le faire, ce sera après les élections d'octobre 2025, ça pose problème. Donc le mieux pour l'Union africaine aujourd'hui, c'est d'inciter quand même les deux parties à aller au dialogue et de souffler sur la braise pour que les citoyens ivoiriens ne perdent pas la vie lors de ces prochaines élections. Est-ce qu'à l'étape actuelle, la perspective d'un dialogue est toujours possible? Bien sûr, nous sommes à 5 mois des élections. C'est possible. Et si on dialogue, est-ce qu'on ne va pas être hors calendrier? Mais si on peut préserver la vie des Ivoiriens en état hors calendrier, où est le problème? Le plus important est que les acteurs politiques soient mis d'accord ou bien soient d'accord par rapport au nouveau calendrier qui sera élaboré.
Donc pour moi, le plus important, c'est ça. Si vous écartez des gens, l'Union africaine même, je ne sais pas, le manque de crédibilité, toujours dans l'accompagnement de leurs compagnons, de leurs amis, moi ça me pose un problème. Parce que vous avez la Cour de justice de l'Union africaine, je venais de le dire, a rendu une décision. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette décision-là? On bat ça en brèche et aujourd'hui on dit on va accompagner le processus électoral. Quel accompagnement? C'est juste déléguer des observateurs internationaux qui vont venir dire que non, les élections ont été bien faites, malgré quelques irrégularités relevées de part et d'autre. Cela n'est pas de nature à entacher la crédibilité des élections. C'est ce qu'ils vont faire. Et la CEDEAO, l'Union africaine, même l'ONU est dans cette logique-là. On va où? Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, Adam Adronou. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui le 16 juin 2025. La présidentielle, jusqu'à preuve de contraire, a lieu le 25 octobre 2025. Est-ce qu'à cette étape, c'est encore possible d'organiser un dialogue comme le veulent certains leaders de l'opposition ou réviser carrément le fichier électoral, intégrer certaines personnes pour que des élections aient lieu cette année et que ce soit des élections apaisées? Je crois que si c'est le prix à payer, pourquoi pas? Si c'est le prix à payer, je pense que mieux vaut le faire que pour éviter, en tout cas, le pire. Donc si c'est le prix à payer, je ne vois pas d'inconvénient. Voyez-vous aussi que ces élections, si elles se déroulent dans ces conditions, sont des élections chrysogènes? Non, vous savez, Alassane Ouattara, je pense que c'est un président, lorsque vous prenez aussi bien tout ce qu'il a mis en place, en tout cas, il maintient et conserve véritablement dans ce qui est paix en Côte d'Ivoire. Et il est très rassuré qu'on ne pourrait plus tomber dans les travers qu'on a connus par le passé. Mais justement, non, de toutes les façons, il le dit avec fermeté. Il le dit vraiment avec fermeté. Est-ce que selon vous, la situation le garantit? Il maîtrise la situation. De toutes les façons, je suis certain qu'il maîtrise la situation. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il pense maîtriser la situation. Vous verrez, de toutes les façons, moi je veux quand même prendre le verre à moitié plein que de prendre le verre à la moitié vide. Mais ce qui est, de mon point de vue, écœurant, c'est justement un peu d'hypocrisie que je lis, en tout cas dans la démarche de l'Union africaine. Tout simplement parce que lorsque vous prenez un peu le speech qui a été dit lors de cette visite-là, on dit vraiment la sous-région a connu des problèmes où c'est une sous-région en crise. Nous le connaissons tous, mais au même moment, ils disent voilà le rôle, nous connaissons tous le rôle qu'a joué la Côte d'Ivoire. Quel est le rôle qu'a joué la Côte d'Ivoire jusqu'au jour d'aujourd'hui lorsque vous prenez les crises que nous avons connues? La Côte d'Ivoire est plus dans des situations assez hostiles avec les pays. Il n'a nullement pas montré d'exemple. La Côte d'Ivoire, je pense qu'en ce qui concerne Alassane Ouattara, il y a une modification de constitution. Ce n'est pas non plus un exemple. Donc le rôle qu'a joué la Côte d'Ivoire, dites pas l'Union africaine, c'est justement le mauvais rôle. Est-ce que c'est ce mauvais rôle qui est érigé en exemple que l'Union africaine est venue dire au niveau de la Côte d'Ivoire? J'en doute très fort. Donc ça voudrait dire quelque part que cette hypocrisie qui caricature en réalité le narratif qui a été donc en Côte d'Ivoire inquiète et justement va naturellement impacter sur ce qui est fait en ce qui concerne venir accompagner ces élections. Donc grosso modo, pour chuter, je suis d'accord avec Adjao qui doute réellement ce que fera véritablement donc l'Union africaine pour rapprocher les positions. Donc pour moi, s'il fallait rapprocher les Ivoiriens, s'il fallait faire de telle sorte que, comme le dit l'Union africaine, que ces élections se déroulent dans de très bonnes conditions, sans incident majeur, comme on le dit par la fameuse phrase de nature, pas de nature à entacher la crédibilité des élections, que devrait faire l'Union africaine selon vous? Non, l'Union africaine devait intervenir en amont, de mon point de vue. C'est déjà tard. C'est un peu tard, parce que c'est pourquoi je le dis, lorsque vous prenez les positions assez tranchées, surtout venant donc du côté d'Alassane Ouattara, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré les appels internes, aussi bien de la société civile, des évêques, etc., je ne pense pas que Alassane Ouattara puisse encore revenir sur sa position. Mais je lui accorde le bénéfice de tout, comme je l'ai dit, si l'Union africaine, telle que, en tout cas, l'ont annoncé, pourrait donc amener les positions à se rapprocher en faisant donc un dialogue et permettre donc à cette union-là, même si le juridique, parce que nous voyons la rationalité du juridique sur la question du Tidianta, mais également sur la question de Laurent Gbagbo, pourrait donc les amener à véritablement donc apaiser les positions et leur permettre de pouvoir donc participer à ces élections-là. Pourquoi pas? Voilà pourquoi je dis si c'est le prix à payer,
on est quand même preneur pour éviter en réalité des crispations. Puis au-delà des crises, ce n'est pas une question de crise, mais également les crispations ne permettent pas véritablement d'avoir une gouvernance assez saine liée donc à ces 5 ans à venir. Alors, vous dites tout à l'heure que c'est un peu tard, ça veut dire qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas... Et qu'on peut encore toujours sauver des meubles. Qu'est-ce qu'on peut sauver encore dans cette situation? Non, faire en sorte qu'on puisse avoir en tout cas un dialogue qui permettait quand même à ces positions. C'est-à-dire que l'Union africaine appelle à un dialogue? D'abord, convainc d'abord Alassane Ouattara à pouvoir donc appeler à ce dialogue-là. Ce qu'on ne voit pas, parce qu'aujourd'hui, pour Alassane Ouattara, et d'ailleurs même, il y a beaucoup de discours qui l'ont dit, que les élections présidentielles, en tout cas, Laurent Gbagbo et si ne sont pas concernés par ces élections présidentielles-là. Et Ouattara le disait depuis, avant même que, en tout cas, cette situation juridique et les écartants donc interviennent. Donc ça voudrait dire, depuis des listes, Alassane Ouattara l'a dit clairement que ces élections présidentielles-là, ceux-là ne sont pas concernés. Merci. Donc, si on peut les amener à être concernés, pourquoi pas? Gabin, quelque chose à ajouter? Adam m'a bien passé le ballon, parce que vous savez, c'était Alassane Ouattara qui avait dit que si jamais Henri Konan Bédié perd son âme et Laurent Gbagbo ne se présentait pas, lui aussi non plus, il va pas se présenter. Et d'autant que véritablement, il est beaucoup plus âgé que Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié, il n'est plus. Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale. Ben, qu'est-ce qui oblige aujourd'hui Alassane Ouattara à se présenter pour une candidature? C'est vrai qu'il n'a pas encore annoncé sa candidature. Le Congrès ne l'a pas encore fait. Mais tout porte à croire. Et lors des dernières déclarations de ses partisans à Yopougon ce samedi, c'est leur candidat, c'est leur Cristiano Ronaldo. Personne ne va pouvoir le remplacer. Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'Alassane Ouattara, il a joué avec tout le monde. Il a toujours été roublard. Il n'a jamais accepté participer à des élections avec des candidats ténors. C'est toujours des menus frétins qu'il prend pour aller aux élections pour pouvoir d'ailleurs les gagner de manière frauduleuse pour moi. Donc, il va toujours continuer sur la même lancée pour faire 20 ans au pouvoir, alors que dans d'autres pays, les gens font 10 ans. Ils ont déjà réalisé plein de choses. Lui qui est venu, il a dit non, on ne peut pas faire plus de 2 mandats au pouvoir. Il a insisté là-dessus. Aujourd'hui, il est en train de guetter le 4e mandat. Vraiment, je me dis, le monsieur, il n'a pas de mémoire. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause. Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça ça sort. Voyez-vous, voilà des panélistes étrangers qui parlent de la Côte d'Ivoire. Mais les positions prises par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire, je pense bien que ces messieurs font une belle lecture de la politique ivoirienne. Parce que ce monsieur qui s'appelle Adjao, c'est le prénom que j'ai eu, et je crois qu'il comprend bien la position de l'opposition. La position de l'opposition. Parce que, à dire vrai, regardez un peu l'Union africaine. En 2011, quand il y a eu le bombardement, rentrée sur sortie là, et puis ils ont attrapé M. Laurent Gbagbo, et il est allé en prison. Quelle a été la prise de position de l'Union africaine? Qu'est-ce qu'elle a pu dire? Référez-vous au passé. Référez-vous aux réseaux sociaux, parce que l'Union africaine ne s'est pas prononcée. Quand bien même qu'elle voulait parler de ça, elle donnait favori. Elle était favorable à la prise de pouvoir de M. Ouattara. Encore, revenir sur le problème d'aujourd'hui, le problème actuel en Côte d'Ivoire. Ces pantins viennent pour, comment on appelle ça, préparer le terrain pour pouvoir valider les manigances de M. Ouattara, comme a dit M. Adjao. Parce que si c'était une communauté vraiment équitable, je ne vais pas appeler équitable, mais je sais pas je vais dire par exemple une communauté vraiment honnête, qui veut la paix, qui parle de
qui parle de, comment on appelle ça, qui parle de paix et qui veut vraiment qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, bon, je ne crois pas que la position, leur manière de faire, comme ils sont arrivés et ils ont fait son parti, et je ne crois pas que c'est comme ça qu'ils devraient se comporter, comme a dit M. Adjao. Il voit très bien comment ça se passe. Il voit très bien ce que M. Ouattara fait. Et bien même, quand ils ont dit qu'ils devraient inscrire le nom de M. Ouattara et M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, qu'est-ce qu'ils ont pu faire quand Ouattara a refusé d'appliquer? Parce que dans la vie, comment on dit, en justice, quand tu poses ta signature sur un document, ce document est valable pour tout le contenu. Donc, moi je dis, M. Ouattara a eu à signer cette convention ou bien même le traité de l'Union africaine. Donc, si l'Union africaine prend une décision, ça veut dire que la décision de l'Union africaine prévaut sur, comment on appelle ça, sur la décision du pays en question, notamment la Côte d'Ivoire. Donc, si l'Union africaine dit oui, vous devez inscrire le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale et qu'eux, ils ont refusé d'inscrire le nom. Moi, je pense bien que c'est une réclamation qu'ils devraient faire, leur demander d'appliquer leur décision, leur demander de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont dit qu'ils quittaient, comme on appelle ça, l'Union africaine. Mais jusqu'à présent, ils sont encore, parce que c'est pas que du jour au lendemain, tu peux quitter une organisation. Tu ne peux pas quitter une organisation du matin au soir. Non, c'est pas possible. Il faut du temps. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, c'est le gouvernement actuel, le gouvernement ivoirien actuel est dans l'Union africaine. Ce qui veut dire que s'ils ont eu à envoyer une note, surtout donner une recommandation afin que le nom de M. Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, ils devraient appliquer ça. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas... Bon, ça a été... peut-être que les pourparlers entre le président, bon, Alassane Ouattara, et puis cette communauté, je pense qu'ils ont eu à évoquer ce problème. Ben, comme moi, je n'en sais rien, je ne veux pas dire ce que je ne sais pas. Ok. À part ça, quand vous voyez, comment on appelle ça, ce défilé de toutes ces communautés de l'Union africaine, et comment on appelle ça, l'ONU, en longueur de journée qui défile en Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Quelle est les démarches entreprises pour pouvoir amener à Ouattara de laisser tout le monde conquérir? Moi, je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas informé, hein, mais je vois que c'est du coq à l'âne les gars font. Parce qu'on ne peut pas comprendre que jusqu'aujourd'hui, les tenants du pouvoir mènent des discours de guerre. Par exemple, quand Madame Kandia Kamara dit il n'y a personne qui peut interdire Alassane Ouattara de pouvoir se présenter. Ça veut dire que les gars s'opposent à la manifestation qui va se dérouler la prochaine fois qu'on va entendre que M. Ouattara va se présenter, parce que c'est ce qui a été dit. Que lorsque ce monsieur va vouloir briguer le 4e mandat, la population va se lever contre ce 4e mandat, ne va pas accepter. Mais qu'est-ce que vous faites? L'Union africaine, comme disent les panélistes, vient préparer le terrain pour pouvoir cautionner l'élection de M. Ouattara. Donc c'est la poudre aux yeux, les gars font ces défilés-là. La même chose, ça a été pour l'ONU.
l'ONU a certifié le mandat de Ouattara. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Quand M. Laurent Gbagbo a demandé à ce qu'on recompte les voix, l'ONU a fait quoi? Est-ce qu'elle s'est déplacée, elle a fait quelque chose, elle a bougé le bout du doigt pour dire, ah, le monsieur demande à ce qu'on recompte les voix. Normalement, logiquement, et même réellement, quand il y a une élection et qu'il y a fraude, c'est toujours l'opposition qui demande le recomptage. Mais cette fois-ci, c'est le tenant du pouvoir qui demande le recomptage. C'est qu'il y a problème. Il faudrait résoudre ce problème-là. Et vous voyez, c'est ça qui fait le problème de l'Afrique. Parce que il y a toujours des Africains qui sont prêts à pouvoir nuire l'évolution de l'Afrique. Parce qu'on sait aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo, c'est un homme qui œuvre pour, non seulement pour son pays, mais pour l'Afrique, afin qu'elle soit indépendante. Elle soit indépendante. L'Afrique doit être indépendante. Et voilà ce que l'AES a commencé, qui a emboîté le pas à M. Laurent Gbagbo. Vous comprenez un peu? Moi, je crois que maintenant, nous devons nous réveiller à dire non à ces pantins qui viennent se placer devant nous pour nous raconter des histoires. Par exemple, l'Union africaine, quand elle vient ici, là, nous, la population, on doit se lever pour leur dire on ne vous veut pas ici. C'est tout. Parce que c'est la poudre au jeu qu'ils les gars font. Parce qu'ils ne font que cautionner les dictateurs, ils ne font que cautionner ou même exécuter les dits ou bien les ordres de l'Occident. Et c'est ça. Et ça, c'est pas bon, c'est pas juste. Si l'Afrique veut se développer, là, il faudrait qu'on enlève ceux-là du pouvoir. Par exemple, comment il s'appelle? Mustafa Mohamed, comment il s'appelle là même? J'ai même oublié son nom. Et c'est des gars comme ça qu'on doit enlever dans le... Oui, il s'appelle Youssouf, Ali Youssouf. Mahamoud. Ali Mahamoud. Et c'est voilà des pantins qui se mettent là à pouvoir vouloir manipuler l'opinion publique, je veux dire. C'est pas juste, c'est pas juste. C'est des trucs qu'on fait pas. C'est des trucs qu'on fait pas. Donc moi, je voulais dire par là que malgré les manigances de ce pouvoir-là, malgré les manigances des communautés internationales, les Africains voient la vérité, comme ce panéliste qui s'appelle Adjao, je crois. Comme lui, il y en a plein. Et je crois que c'est la même chose qu'on doit faire. C'est la même chose. Si aujourd'hui, il s'avère que ce pouvoir en place force encore un quatrième mandat, il faudrait que le peuple se lève contre ce pouvoir-là. Il faudrait que ce peuple se dise non. Même si la communauté internationale va venir certifier, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union africaine, que ce soit qui que ce soit qui va venir certifier ce quatrième mandat, il faudrait que la population se lève, se dresse contre tous ceux-là, comme on a fait pour le capitaine américain qui est venu, je ne sais pas si c'est capitaine ou commandant qui est venu, Michael, je pense, Lahain ou bien Chaleng, je ne sais pas, j'ai oublié un peu le nom. Et quand il a parlé de Ibrahim Traoré, que lui, il ne fait qu'utiliser la population, surtout lors du Burkina, pour s'armer, pour se faire ceci, pour se faire cela. Vous avez vu comment le peuple africain s'est levé, s'est dressé contre ce monsieur. Et c'est la même chose. Il ne faudrait pas qu'on laisse ces gars-là nous malmener encore une deuxième fois. Non, il ne faudrait pas qu'on les laisse. Donc, moi, sur ça, je vais vous laisser. Et comme je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir.